Vous comprenez sûrement que les transferts de matériel militaire vers l'Ukraine ne sont pas spontanés. En d'autres termes, le 29 mai, l'état-major suédois n'a probablement pas seulement consulté l'inventaire des armes disponibles et choisi de donner à Kiev spécifiquement les avions de détection radar à longue portée parmi les corvettes Visby, les canons automoteurs Mjolnir et ses avions. Juste comme ça, pour en avoir. Évidemment, il s'agit d'une stratégie soigneusement élaborée visant à accroître les capacités des forces aériennes des forces armées ukrainiennes. Et bien sûr, la décision de transférer 2 avions Saab 340 équipés du complexe radar ASC-890 a été prise il y a déjà un certain temps. On pourra comprendre depuis combien de temps cela a été décidé en voyant qui travaillera sur le Saab 340 Airborne Early Warning. Si ce sont des Ukrainiens, cela signifie que cette idée a mûri au moins l'année dernière. Et si les tâches de surveillance de l'espace aérien de l'agresseur sont effectuées par des spécialistes étrangers, alors la décision a peut-être été prise, mais pas l'année dernière. Les exercices aériens militaires auront lieu en Allemagne du 12 au 23 juin. La Finlande, nouveau membre de l'OTAN, et la Suède, en voie d'adhésion, y participeront. En fait, la Suède participe depuis longtemps aux exercices de l'OTAN. Lors de l'exercice Steadfast Defender en 2021, un avion Saab 340 Airborne Early Warning a aussi pris part à la composante aérienne. Comme vous le comprenez, l'élément le plus important de l'exercice est le développement d'un système de commandement unifié, ce qui permet d'améliorer la coordination et la coopération entre les forces de différents pays. Qu'est-ce que cela signifie? Par exemple, l'avion suédois de détection radar à longue portée est équipé du système d'échange de données Link-SAIS. Il s'agit d'un système de communication et de navigation qui permet l'échange de données entre le commandement tactique, les avions, les navires et les unités terrestres. En résumé, il s'agit d'un vaste réseau unifié. Le système de missiles anti-aériens Patriot, le lance-roquettes multiple HIMARS, diverses stations radar occidentales, les canons automoteurs César et Panzer Haubitz, ainsi que les F-16 que l'Ukraine recevra, sont tous compatibles avec l'intégration au système Link-SAIS. Cela signifie, par exemple, que la station radar du système de missiles anti-aériens Patriot peut, en étant située à proximité immédiate du front, fonctionner en mode passif. C'est-à-dire ne pas émettre d'ondes radio, afin que le système ne soit pas détecté. L'avion suédois, grâce à son altitude de vol, jouera le rôle de station radar sans être à portée de la défense anti-aérienne ennemie. Après avoir détecté et pris en suivi l'avion russe, le Saab 340 Airborne Early Warning transmettra ses coordonnées au système Patriot, qui lancera immédiatement un missile guidé anti-aérien sur la cible. Le même principe fonctionne à peu près avec d'autres systèmes. L'avion de détection radar à longue portée peut repérer les lance-roquettes ennemis et transmettre instantanément les coordonnées de la cible au High Mobility Artillery Rocket System ou au César via Link-SAIS, ou encore au F-16 qui effectuera aussi des missions de combat sans activer ses propres radars embarqués. En Russie, des équivalents du Link-SAIS ont aussi été mis au point. Le système automatisé de gestion tactique n'a pas encore été pleinement intégré par les occupants dans leurs forces armées. Nous n'avons pratiquement pas de système automatisé de gestion militaire au sein du ministère de la Défense. Le système automatisé de gestion du niveau tactique était mort dès le départ. C'était un projet complètement corrompu dès le début, où l'on pourrait ouvrir des affaires pénales à l'appel. Il y a eu des affaires pénales, mais contre ceux qui soulevaient les problèmes. Y aura-t-il des affaires pénales maintenant? J'espère vraiment que ce sera le cas. Les amis, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de partager cette vidéo avec vos amis. Faites-le tout de suite. Envoyez-la à un ami. Cela aidera beaucoup à diffuser le contenu. Merci d'avance. Revenons au sujet. Comprenez-moi bien, cela ne signifie pas que dorénavant, toutes les missions du soldat ukrainien seront réalisées par des systèmes intelligents. Pas du tout. L'objectif est autre. Minimiser le cycle de commandement au combat. Et l'avion de détection radar à longue portée jouera ici un rôle clé. Le Saab 340 Airborne Early Warning est capable d'accomplir des missions même en présence de brouillage ennemi grâce au radar Erieye, doté d'une antenne à réseau phasé actif. D'ailleurs, oui, il ne faut pas considérer la petite taille de l'antenne radar installée sur l'avion suédois comme un inconvénient. Bien que le système radar de l'A-50 soit beaucoup plus grand, il convient de préciser que le radar russe utilise une antenne à réseau phasé passif, ce qui le rend moins efficace dans des conditions de guerre électronique intenses. Comme vous le savez, c'est extrêmement important. En fait, le Saab 340 Airborne Early Warning a même une portée de détection des cibles légèrement supérieure à celle de l'A-50, 450 km contre 400. Bien sûr, le radar statique du Saab présente un inconvénient par rapport au radar rotatif de l'A-50. C'est la nécessité pour l'avion de s'ajuster afin d'obtenir l'angle de vue souhaité. Effectivement, les dimensions impactent aussi la durée de vol de l'avion de détection radar longue portée. Si le A-50 ne peut patrouiller que pendant 4 heures sans ravitaillement, le Saab peut voler pendant 9 heures entières.
de ces deux avions aiderait vraiment à mieux contrôler la situation, parce qu'en plus de la protection de l'espace aérien, il faut aussi parler du travail au-dessus du territoire ennemi, du territoire temporairement occupé. Et le porte-parole des forces aériennes a très justement souligné cela facilitera la détection des systèmes de défense aérienne, car actuellement cela se fait grâce aux drones de reconnaissance et à d'autres systèmes. Et cela nous permettra de voir tout cela depuis l'avion et de donner des désignations d'objectifs pour la destruction avec le même complexe de missiles tactiques de l'armée. Mais tout n'est pas si rose. Dans la vidéo sur les drones ukrainiens, nous avons calculé que la Russie manquerait de systèmes de défense aérienne pour abattre de petites cibles en composite. Et nous avions 100% raison. Mais dans cette même vidéo, j'affirmais que le problème de la Russie était que son système de défense aérienne avait été conçu pour des défis bien plus importants que de petites drones. En d'autres termes, le système de défense aérienne russe ne peut réaliser tout son potentiel que maintenant. Les systèmes S-400 peuvent abattre des cibles jusqu'à 400 km avec les missiles 40N6 dans des conditions idéales quand la cible est au-dessus de l'horizon radar. En d'autres termes, il serait très risqué pour l'avion suédois de détection radar longue portée de s'élever à 7 km près du front. Il faudra descendre, perdant ainsi en capacité de surveillance de l'espace aérien. En effet, plus le Saab 340 vole bas, plus la zone qu'il couvre est réduite. En d'autres termes, ce sera une lutte constante pour la suprématie aérienne. Ce que je veux dire, c'est qu'en réalité, dans toute l'histoire de l'humanité, il n'y a jamais eu de guerre similaire où des États possédaient des systèmes aussi complexes. Et, pour être honnête, il n'est absolument pas clair comment ils fonctionneront les uns contre les autres. Mais comme nous l'avons noté dans la vidéo précédente, à en juger par le fait que les forces armées ukrainiennes mettent systématiquement hors service les radars trans-horizon, les systèmes de missiles anti-aériens S-400 et S-300 et abattent l'A-50, si cette pratique se poursuit ou même s'intensifie, alors le ciel deviendra plus libre pour le duo Saab 340 et F-16. Il faut tout de même prendre cette question au sérieux, car il y a une accumulation d'une certaine masse critique en ce qui concerne la fourniture d'armes et d'équipements militaires à l'Ukraine. Tôt ou tard, une réaction en chaîne pourrait également commencer lorsque les armes deviendront tout à fait suffisantes pour résoudre de grandes tâches opérativo-stratégiques. Je n'ai pas mentionné en vain la combinaison du F-16 et du Saab 340. D'après les enquêtes des OSINT, l'Ukraine recevra des F-16 modernisés selon les standards Midlife Upgrade, ce qui les a amenés au niveau du F-16 Block 50-52. Les radars de ces modèles sont capables de détecter des cibles à une distance de 110 km et la poursuite des cibles est encore moindre. Le Su-35 équipé du radar Irbis-E peut détecter une cible à 400 km de distance. En d'autres termes, les chasseurs américains des années 2000 sont objectivement inférieurs aux modèles russes récents. Il faut se préparer à ce que le combat aérien ne soit pas à l'avantage des Ukrainiens. En effet, pour atteindre une cible, le F-16 doit non seulement détecter l'avion ennemi, mais aussi le maintenir illuminé jusqu'à ce que la tête chercheuse du missile le verrouille. Et cela, étant donné que les chasseurs russes repéreront l'avion américain bien plus tôt, c'est tout simplement suicidaire. Tant que le radar du F-16 guidera le missile vers la zone où se trouve le chasseur ennemi, le F-16 devra s'approcher de l'avion adverse, ce qui est très risqué. Autrement dit, il est peu probable que nous assistions à de tels combats aériens entre l'aviation russe et ukrainienne. Notamment, il faudrait oublier l'idée de repousser le Su-34 qui lance des bombes aériennes guidées, car les Su-34 accomplissent toujours leur mission de combat avec le soutien du Su-35. Mais désormais, l'Ukraine disposera du Saab 340 qui, grâce à son système radar, remplacera celui imparfait du F-16. En somme, dans ce tandem, le chasseur américain sera simplement une plateforme porteuse de missiles, selon le principe « tire et oublie ». Pendant ce temps, l'avion suédois de détection radar à longue portée servira à illuminer, verrouiller et suivre la cible. Selon Business Insider, après analyse des vidéos des forces armées ukrainiennes, les Ukrainiens ont adopté les tactiques aériennes américaines utilisées pendant la guerre du Vietnam. Elles supposent que les pilotes permettent aux radars ennemis de combat de les détecter, puis frappent avec des missiles AGM-88 High Speed Anti-Radiation Missiles. Ces missiles ont une portée de 150 km et leur lancement est effectué à l'aide de tablettes iPad. Car autrement, il serait impossible d'intégrer un missile américain sur des chasseurs soviétiques. Évidemment, ces solutions improvisées ne révèlent pas tout le potentiel du missile, car pour le guider, il faut illuminer la cible.
c'est-à-dire qu'avec un F-16 doté de radars de bord plus puissants et un avion suédois de détection radar à longue portée servant d'avion de détection avancé, il sera possible, en conservant la tactique déjà éprouvée, de tirer pleinement parti du potentiel de l'armement occidental. Et c'est un autre avantage du transfert des avions suédois de détection radar à longue portée. Le deuxième point concerne les missiles High Speed Anti-Radiation Missiles, des missiles anti-radar qui fonctionneront pleinement, et non pas avec les bricolages actuels. En conséquence, le résultat sera différent. Et une défense anti-aérienne neutralisée, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que les drones et les High Mobility Artillery Rocket Systems pourront opérer. Et cela signifie que nous frappons à nouveau la logistique, les arrières, les cibles prioritaires. Cela signifie que la ligne de front devient difficile et qu'il est possible d'essayer d'avancer avec des drones, First Person View et d'autres moyens. Je ne me lasserai pas de répéter que nous, mes amis, dans nos vidéos, nous essayons de parler des tendances. Dans la vidéo précédente, nous avons abordé les opportunités pour l'Ukraine si le système de missiles opérationnels tactiques SAPSAN entrait en service. Les zétistes se sont beaucoup moqués de ce système prometteur. Mais peu après, des capitales démocratiques ont approuvé les frappes ukrainiennes en territoire russe avec des armes occidentales. Le missile de croisière anti-navire ukrainien Neptune a été utilisé pour la première fois contre le territoire de la Russie, touchant un terminal pétrolier dans le port du Caucase. Alors, peut-être pas Sapsan, mais Neptune. Quelle différence? Lors de l'écriture de la vidéo précédente sur les frappes ukrainiennes contre les stations radar Trans-Horizon russes, une nouvelle a annoncé le transfert par la Suède d'avions de détection radar à longue portée à l'Ukraine. Il est clair que je dois faire des vidéos plus fréquemment. Je rigole. La stratégie de l'Ukraine commence à se dessiner. Son objectif principal est d'empêcher la Russie de dominer dans le ciel. Je le répète encore une fois. Bien sûr, la Russie conserve un avantage dans tous les types d'armement. Un avantage absolu en moyens de frappe à longue portée. Tout ce que j'essaye de dire dans mes vidéos, et je vais l'exprimer honnêtement une dernière fois, c'est qu'avec un contexte géopolitique favorable, l'Ukraine peut voir apparaître de plus en plus de nouvelles opportunités. Pour la Russie, au mieux, elle reste au même niveau, et sur certains points, elle diminue. L'Ukraine a déjà mis hors service au moins 4 systèmes radars de la famille Nebo, dont le coût, selon les spécialistes, s'élève à environ 100 millions de dollars. On ne peut tirer qu'une seule conclusion de cela, elle est la suivante. Tous ceux qui soutiennent la guerre contre l'Ukraine sont des imbéciles. L'ambiance dans le pays a considérablement changé depuis le début de l'opération militaire spéciale il y a 2 ans. Avant, c'était très différent. On respire plus facilement, n'est-ce pas? Comment qualifier ceux qui se réjouissent de la prise du village de Loukiansi, sinon d'abrutis? En même temps, ils ne remarquent pas que leur puissance nucléaire perd en Ukraine des centaines de systèmes essentiels qu'ils ne pourront jamais restaurer, car la base de composants de ces systèmes complexes est entièrement occidentale. Autrement dit, la perte d'un seul Nebo M, ce n'est pas seulement la perte de dizaines de millions de dollars, c'est aussi une perte de capacité de combat pour des années. Et pourtant, la Russie compte aller jusqu'à la Manche. Mais sur son chemin, cette Ukraine s'est dressée, et bientôt elle aura aussi des F-16 à détection radar longue portée. Malchance. Une frappe radioélectronique massive russe est lancée. Tous les moyens de guerre électronique du district militaire occidental de la flotte de la Baltique sont activés. Les radars de l'OTAN deviennent aveugles, ils ne voient plus rien. Au même moment, sur l'île suédoise de Gotland, des avions de transport militaire russes atterrissent, ayant livré des systèmes de missiles anti-aériens S-400 ainsi que des complexes côtiers de missiles anti-navires Bastion. Ils sont en train de s'y déployer sans que personne ne s'en aperçoive pour le moment. L'Occident s'interroge sur l'invisibilité des événements malgré ses radars. En même temps, le corridor de Suwałki, le voici. Le groupement de l'armée russe de Kaliningrad et les forces armées biélorusses bloquent le corridor de Suwałki, se rejoignent et isolent l'OTAN et la Pologne des pays baltes. Au même moment, à Tallinn, à Riga, à Vilnius, des hommes polis apparaissent soudainement accueillis chaleureusement par la population locale, et ceux qui ne les accueillent pas se sont simplement cachés et enfermés dans leurs appartements. En même temps,